Bonjour Eric. Bonjour. Alors, chers amis, aujourd'hui je suis ravi de recevoir Eric Salobir. Eric est le président de la Human Technology Foundation. Il est membre du Conseil national du numérique et c'est aussi un expert sur les nouvelles technologies. Eric, on est très heureux de t'avoir avec nous sur Comptoir IA. Nous sommes le 23 mai 2025. Bonjour, ravi d'être là aussi. Cher Eric, on a plein de sujets à discuter ensemble. Tu travailles dans la tech depuis quelques années, tu as développé une vraie expertise. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, depuis ChatGPT? Est-ce que tu as ressenti une accélération dans la tech? Alors moi, ce que j'ai ressenti depuis 2 ans, en tant qu'expert, pas tellement de la technologie, mais de sa réception par la société, de l'éthique et de la gouvernance de la technologie, c'est une forte accélération de la prise en compte de la technologie par la société et du coup, une émergence d'un certain nombre de débats. C'est-à-dire que si on prend une technologie qu'on appelle comment dire, communément l'IA, c'est-à-dire tout ce qui est Mhm. algorithmique et travail sur la donnée, c'est très large, bien entendu. Ça fait plus d'une décennie que c'est là, ça nous entoure d'un cocon d'algorithmes qui nous font des recommandations, des suggestions qui nous aident, etc. C'est comme l'électricité quasiment, c'est invisible, on ne se dit Bien pas sûr. c'est électrique, on allume la lumière, il y a la lumière, c'est normal, et on utilise un réseau social, et on a des notifications, on a des recommandations, c'est normal. Simplement, on était toujours sujet ou objet plutôt de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, c'est pas nous qui décidions ce que faisait l'algorithme, il Bien était sûr. censé le faire à notre avantage, il le faisait plus ou moins selon les plateformes, selon les sujets. Simplement, on se laissait faire, on se laissait porter, on se laissait entourer par une IA qui, effectivement, est une technologie mature, une technologie puissante, une Mhm. technologie relativement transverse, mais aussi une technologie jusqu'à présent très invisible. Et donc, de temps en temps, il y avait un sujet sur l'IA, tout le monde disait «Oh, c'est important quand même», et tout, puis Hmm. après, tout le monde se rendormait tranquillement, et puis continuait à utiliser son téléphone comme d'habitude. Et puis là, en fait, on est devenu sujet au sens où, en gros, quand on allume une IA générative, maintenant, surtout quand on est sur du Gemini Live, par exemple, c'est «Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi puis-je t'aider?» Bah, là, en fait, d'abord, on a un interlocuteur, ça, on pourra en parler, et puis surtout, on est obligé de lui demander quelque chose. Et là, c'est nous qui décidons. Raconte-moi l'histoire de Rome, Ouais. raconte-moi qu'est-ce que c'est que ce tableau, par exemple. Et donc là, on prend quelque part un peu le pouvoir. Et là, on se rend compte que beaucoup de choses changent. D'abord, ça démocratise, il faut le reconnaître, l'IA. Donc ça, pour moi, le grand mouvement de ces 2 dernières années, ça n'a pas été un mouvement de montée en puissance, parce que les articles sur les transformers qu'avait sorti Google, c'était avant. C'est un mouvement d'adoption et de démocratisation. Mais en même temps, comme tous ces mouvements de démocratisation, ils se font de façon un peu, ça se sédimente, et donc il y a les early adopters, comme on dit Ouais. en mauvais français, et puis il y a les autres. Et donc effectivement, le danger, c'est que se creuse l'écart, même au sein d'une même génération. C'est pas juste entre ma grand-mère et puis la Gen Z, c'est même au sein d'une même génération, entre ceux qui vivent dans des familles où on a les devices, on a la connexion, on a l'habitude, Hmm. tout le monde fait ça, mon père bosse là-dedans, etc. Et puis ceux qui sont un peu plus loin, et donc, en fait, on va avoir ceux qui vont tirer parti de cette technologie et ceux qui n'en tireront pas parti, avec, pour moi, la vraie question, comment fait-on en sorte que cette technologie soit vraiment au bénéfice de l'humain et au bénéfice de tous les humains? Merci beaucoup Eric, c'est passionnant. Déjà, tu as choisi un prisme pour présenter cette révolution que j'adore. En effet, avant, je pense qu'on parlait d'algorithmes prédictifs, souvent qui faisaient des statistiques aussi sur nous en tant qu'êtres humains, sur ce qu'on pouvait faire, sur toutes les données qu'on pouvait générer. Et là, en effet, c'est vrai que maintenant, on est dans le contrôle, on leur demande des choses. Je trouve que c'est une très bonne manière pour marquer ce qui s'est passé depuis 2 ans, 2 ans et demi. Merci Eric. Par rapport à ce que tu dis aussi sur ce risque d'exclusion, ces manières d'utiliser l'IA, Sam Altman vient de nous dire récemment, les plus vieux, les plus âgés l'utilisent ChatGPT comme un moteur de recherche. Les plus jeunes, les millennials ou les collégiens l'utilisent soit comme un life advisor, un confident de vie. Ils ont des discussions sur tous leurs camarades, sur leur famille, c'est leur confident, ou comme un système d'exploitation, carrément, comme un OS, en fait, avec lequel ils dialoguent et qui fait vraiment tout leur quotidien.
Donc on a un impact générationnel, mais comme tu le disais très précisément à l'instant, au-delà de cet impact générationnel, c'est surtout les gens qui vont, s'en servir à fond et ceux qui risquent d'être, exclus, quoi et Ouais, disons pour moi, il y a plusieurs façons d'utiliser l'IA générative. Un même outil, si on prend ChatGPT par exemple, si on est, on va dire, tendance flemmard, on l'utilise pour se remplacer et on se rend pas compte Mmh. qu'en fait, on se savonne un peu la planche parce qu'en fait, celui qui fait un travail de machine, à un moment, il sera remplacé par une machine. J'exagère parce qu'il sera plutôt remplacé par quelqu'un qui sait utiliser la machine. Je ne crois pas du tout au grand remplacement des machines, mais ça veut dire que quelque part, son parcours professionnel risque à un moment de devenir un peu une impasse. Et donc, effectivement, il y a ce danger de voir la compétence métier progressivement s'affadir au bénéfice d'un prompt engineering, d'une compétence technologique. De dire, oh, qu'est-ce qu'il prompte bien? Et du coup, il nous fait un Canada Dry, mais qui a bon goût. Ça ressemble. Ah, ces PowerPoint, ils sont vachement bien, ces rapports, ils sont super bien écrits, etc. Mais est-ce que ça a la profondeur? Est-ce qu'il y a la connaissance du client? Est-ce qu'il y a la connaissance du métier? Est-ce qu'il y a le savoir-faire? Bon, on travaille avec des groupes du luxe. Dans certains groupes, d'ailleurs, qui se disent, on n'est pas de groupe de luxe, on est des groupes qui font des produits de grande qualité. Mmh. Le savoir-faire, le fait de se donner de la peine, ça compte. Et moi, je fais une différence entre une IA qui retire de la pénibilité, c'est-à-dire tous ces trucs, je sais pas, gérer des infos sur des tableurs Excel, relire des trucs à l'infini, chercher forever des réponses sur Internet, des trucs qui prennent beaucoup de temps et qui sont pas très gratifiants, relire des docs, etc. Et puis, donc ça, effectivement, l'IA le fait très bien. Et d'un autre côté, le goût de l'effort. Pour moi, le goût de l'effort et la pénibilité, c'est pas la même chose. La pénibilité, c'est négatif. Le goût de l'effort, c'est très positif. Et Mmh. on voit bien que dans une même génération, il y a ceux, y compris parmi les plus jeunes, qui ont tout de suite compris qu'il ne fallait pas remplacer l'expertise ou la compétence métier par une capacité à prompter pour faire le boulot par une IA et comme ça je gagne du temps et je me la coule douce, mais plutôt multiplier l'un par l'autre. Ils se disent, je vais devoir passer par la face nord de l'Everest, je vais devoir apprendre le métier. J'entre dans la Mmh. banque, j'entre dans l'assurance, j'entre dans le Bien retail. sûr. C'est des métiers. Il faut que je les comprenne de l'intérieur et ça va me demander un effort. Et ça, la friction, elle existe et on vit dans une société qui a essayé d'enlever toutes les frictions. On commande tout en 3 minutes, on a tout en 3 clics, etc. Mais c'est pas vrai. Le vrai effort, il est nécessaire. Et Mmh. en même temps, mener cet effort-là, je vais utiliser une IA dont j'apprends à prompter intelligemment et qui va démultiplier mes compétences. Et ces collaborateurs-là ou ces citoyens-là, c'est vraiment des citoyens augmentés. C'est vraiment des Mmh. gens qui ont une capacité à avoir une courbe d'apprentissage qui commence fort, mais qui s'affadit pas avec le temps. Parce que le danger, c'est qu'au début, on est doué, puis après, si on n'apprend pas vraiment le métier, on n'apprend plus rien. Là, avant, c'était le contraire. Pendant longtemps, on était incompétent, on était quand même le petit jeune du service, puis petit à petit, on Bien gagnait du sûr, bien galon, sûr. mais Mmh. c'était long. Maintenant, on peut avoir une courbe qui commence plus vite, mais pour certains d'entre eux, ceux qui sont les plus vifs, qui va aller très très loin. Ouais. Et donc, c'est là que moi, j'aurais tendance à dire, il faut très tôt enseigner le goût de l'effort pour avoir des vraies connaissances, parce que quand on dit il faut enseigner le discernement, moi je veux bien 2 minutes, mais le discernement, on discerne par rapport à quoi? Quand on dit qu'il faut Mmh. avoir l'esprit critique, mais critique par rapport à quoi? Celui qui n'a jamais vu et qui ne sait pas comment on fait un produit, quel que soit le secteur d'activité, bien fait, Ouais, en fait, s'il voit une espèce de pâle copie, bah, il va dire oui, ça ressemble. bien sûr. Finalement, entre une contrefaçon qui vient du sud-est asiatique et un sac de grande marque, au premier coup d'œil, celui qui n'est pas expert va avoir l'impression que c'est la même chose. Après, au bout de 15 jours, on Ouais. verra qu'il y en a un qui vieillit bien dans le temps et l'autre pas tellement. Et c'est la même chose pour à peu près tous les produits, y compris pour les produits intellectuels. On écrit un article, on fait un clip, on rédige un rapport, on fait une étude, etc. Et donc, effectivement, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour les aider à se doter des bases à partir desquelles ils vont juger ce que fait l'IA. Et ça, moi, j'en discutais avec un professeur de la Sorbonne qui me disait, c'est la même IA finalement qui est disponible pour un professeur qui a une habilitation à diriger la recherche et pour un étudiant en master. Sauf que le professeur qui a l'habilitation à diriger la recherche, Mmh. lui, il sait, quand il voit la copie d'un doctorant, il dit oui, bah, ton truc c'est sympa, mais il faut que tu creuses quand même, hein, ça va pas super loin. L'étudiant en master, pour peu que ce soit un peu bien écrit, un peu Ouais, flatteur, voilà, ça a l'air, c'est un peu comme un filtre Instagram sur la réalité, quoi. Ça a l'air bien sûr. sympa. Et du coup, bah, il va s'en satisfaire. Et le problème, c'est qu'il ira jamais très très loin dans ses études. Merci Eric. Mais c'est donc toute la question, je pense que
l'IA, en tout cas, l'IA générative, nous fait nous reposer des questions qu'on ne se posait pas assez précédemment sur l'intelligence, sur la conscience et en particulier sur ce que tu nous décris ici, sur l'expertise. Sur c'est quoi l'expertise? Au moment où on a une IA en fait qui peut tout faire et bientôt peut-être n'importe quelle activité aussi bien que nous, mais sans avoir forcément donc cette expertise, on peut l'utiliser. Si on n'a pas l'expertise, on va pas réussir en fait à avoir un jugement, qu'on va porter sur cette IA, à mesurer ce qu'elle fait. Bah, il y a une question de qualité, c'est-à-dire que si on n'a pas de référentiel et si on n'a pas d'expertise personnelle, on ne peut pas juger de la qualité de ce que fait la machine. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du purpose, de faire les choses dans une direction, avec une volonté. En Mmh. français, on dit l'agentivité, c'est pas très beau, Oui, mais en anglais, on dit human agency, ça claque un peu plus, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est la capacité à prendre son destin en main. Pourquoi je choisis tel métier? Pourquoi je décide de rendre tel rapport? Pourquoi je mets telle information dans un rapport pour mon boss et pas tel autre? mmh. C'est parce que je considère que cette information-là, elle est clé. Quand je fais une revue de presse, pourquoi je sélectionne sur un même sujet, il y a 20 médias qui ont parlé du sujet, pourquoi j'en choisis un, par exemple? Parce que je pense que celui-là, il a mieux cerné le sujet que les autres. Et ça demande quelque part la volonté de se prendre en main. Et peut-être la difficulté qu'on a quand on rencontre l'intelligence artificielle, et c'est un technophile qui le dit, hein, moi j'adore ces technologies, je les utilise tous les jours, Bien sûr. c'est de garder le contrôle. Mmh. C'est de se dire à un moment qui décide. Est-ce que c'est tellement confortable de laisser décider? En fait, voilà, quand on va au restaurant avec des amis, on laisse facilement les autres choisir parce que comme ça, on se dit, bah oui, bah, je sais pas moi, si le restaurant est pas bon, je m'embête pas trop, etc., etc. Et en fait, le danger, c'est que ce soit la même chose pour tous les détails de notre vie. Bien Et sûr. si dans 2, 3 ans, comme on nous le promet, on a une IA beaucoup plus agentique, capable de tâches beaucoup plus complexes et qui soit vraiment capable de composer, je sais pas, d'organiser un week-end pour deux à Venise, Ouais. etc., ben, à un moment, dans quelle mesure on va garder la main et dire non, mais moi, je veux ça, ou on va juste se laisser porter comme à un moment, un peu comme les humains dans un Pixar, c'était Wall-E. Wall-E, voilà, c'est ça, où ils Dans étaient, leur vaisseau voilà, ils étaient spatial, devenus une espèce sur de un baleine. fauteuil en lévitation en train de manger des glaces et de Euh, tapoter sur une tablette. Voilà, et en fait, Mmh. on se laisse doucement porter sur la vie, mais en fait, le problème, c'est que surfer sur l'existence sans vraiment choisir l'endroit où on va, je ne sais plus qui disait, si vous savez pas où vous allez, tous les chemins vous y mèneront. Mmh. Et donc, bah, le danger, c'est qu'effectivement, on choisit rien, ni sa formation, ni son job, ni son mode de vie, ni son lieu de vie. Est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Moi, je trouve pas. C'est pas ça, être humain. Alors, ce que tu nous dis là est super important. J'adore cette notion de agency. On en parle de plus en plus. Sam Altman en parle beaucoup. Alors, c'est triste que, comme, mais tu le soulignais il y a 2 secondes, hein, qu'on n'ait pas vraiment un mot en français qui soit bien adapté, agentivité. Donc, cette agency qui est fondamentale pour être dans l'action, avoir une envie, être donc dans la maîtrise aussi de ce qu'on fait, pas être dans la surutilisation de l'IA. Et même si on délègue déjà certaines capacités de mémoire à l'IA depuis quelques années, en tout cas, ne pas lui déléguer tout notre raisonnement, parce que là, on risque de se retrouver dans une situation de dépendance. En effet, on n'est plus capable de commander au restaurant, de prendre une décision, de faire un choix, parce qu'on a été assisté en permanence. Il y a vraiment un risque de surutilisation de l'IA si Alors, on n'est pas dans la on va pas maîtrise. se mentir, notre société est déjà dépendante des machines. Non, mais On ne pourrait pas faire ce podcast non plus sans Internet, sans exactement. Moi, il y l'électricité a et tout ça. Hmm. une scène de Matrix qui m'a toujours fasciné. Ah, C'est à un super. moment, Neo est dans le sous-sol de Sion, donc cette ville vraiment humaine, Bien sûr. et il rencontre l'un des membres du conseil, un vieil homme, et il dit oui, mais il faut pas que les machines nous maîtrisent, etc. Et on comprend qu'ils n'ont pas envie d'être contrôlés par la matrice. Et ce vieil homme lui dit, mais on est déjà dépendant des machines. Si ces machines-là, et on voit en face des espèces de gros générateurs de base qui réfléchissent pas, hein, qui font juste de Ouais, l'électricité, si elles s'arrêtent, on meurt. Et je pense qu'en fait, c'est ça. On l'a bien vu avec la panne d'électricité en Espagne. bien sûr. Si le pays se met à l'arrêt, si les technologies se mettent à l'arrêt, le pays se met à l'arrêt, l'humain se met à l'arrêt. T'as raison, les blackouts, en tout cas, quand ils arrivent, on se rend compte que Non, on est ma très vite question, dans c'est comment difficulté. est-ce qu'on garde la résilience par rapport à ça? Et la résilience, c'est un terme qui Est-ce peut qu'il faut avoir avoir un sac de survivaliste Alors chez moi, nous, Eric? je suis pas du tout survivaliste. Simplement, je pense que la résilience, elle est à plein de niveaux différents.
C'est-à-dire, à un moment, par exemple, j'ai essayé d'utiliser une IA dont je ne citerai pas le nom parce que ça n'a pas fonctionné, Mmh. et elle refuse d'intégrer le document, elle n'y arrive pas. Ouais, Comment est-ce que j'ai un backup quand même? Alors, est-ce que je travaille avec plusieurs IA? Est-ce qu'il y a des choses que je fais moi-même par mon mmh, propre raisonnement? Comment est-ce que je garde la main sur la palette des outils que bien j'utilise sûr. comme un artisan? En fait, je dois rester un artisan qui utilise ces différents outils. Et si je délègue à l'IA comme je délègue parfois à des membres de mon équipe, c'est en gardant en tête que, elle a aussi ses limites, comme un stagiaire humainement. Il peut être, enfin, je veux dire, c'est une personne humaine qui n'a pas de limite en soi, enfin, au sens de sa dignité, de son humanité, mais des compétences professionnelles. Un stagiaire qui vient d'arriver dans la structure, il a ses limites. Et si on les intègre pas, on va le mettre en échec. Et donc, c'est Ouais, négatif. bien Donc, de sûr. toute façon, c'est quelque chose qu'en tant que manager, on ne doit pas faire. Mmh. Et c'est la même chose pour l'IA. Si on lui demande un truc qu'elle ne sait pas faire, il faut vite s'apercevoir qu'il va falloir le refaire soi-même. Donc, je pense que là, il y a effectivement la nécessité de garder cette maîtrise, de manager soi-même son mode de vie et de garder, on parlait tout à l'heure de la dimension du langage, Ouais. aussi en tête la nature de l'instance avec laquelle on dialogue. Ça, Mmh. moi, quand je vois qu'un certain nombre de jeunes dialoguent, alors, Ouais, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux déjà, je suis déjà un vieux probablement, mais dialogue avec des IA en mode soutien émotionnel, bien effectivement, c'est ce sûr. que dit Sam Altman. Mais effectivement, et je pense que c'est vrai, et j'ai plein de témoignages autour de moi, je me rends compte que si c'est juste d'avoir besoin qu'on leur tende un miroir Mmh. pour pouvoir quelque part verbaliser des choses et se sentir mieux après parce que comme ça on les a dit et puis à la fin on efface la session et puis c'est fini, Ouais, ça à la limite pourquoi pas. Si on attend de cette machine quelque chose qui soit de l'ordre de l'empathie alors que tout ce sait faire c'est imiter l'empathie mais de façon purement calculatoire, hein, comme un sociopathe, hein, et vraiment il y a zéro attachement. mmh, Si on attend qu'elle ait du bon sens, du jugement, alors que par définition, elle en a pas, c'est uniquement de l'analyse ouais, statistique, là, en revanche, on risque de se mettre en difficulté. bien sûr. Et je pense qu'on oublie un peu que comme comment dire, son langage formel est de grande qualité, elle parle bien. Elle est polie, elle sait beaucoup de choses. Quand elle se trompe, elle s'excuse, etc., etc. Au bout d'un moment, nous, il ne faut pas oublier que en tant qu'humain, il y a quasiment un invariant anthropologique qui fait qu'on a tendance à tout anthropomorphiser. On, Bien va dire, on sûr. parle à nos peluches quand on est Un petit, nuage, un caillou, tout. évidemment. Et, Mmh. et effectivement, on projette notre humanité sur Mmh. tout. Toute une partie des religions anciennes, c'était ça, hein, c'est le dieu de la foudre, etc., etc. Et en plus, quand on voit les dieux païens, ils s'engueulent dans leur couple comme des humains. Ils Ouais, sont jaloux comme des humains, ils sont colériques comme des humains. En fait, c'est une projection complète de l'humanité. Et donc, en fait, on projette notre humanité sur tout. Et on le faisait déjà sur les HomePods. Les gens avaient tendance à considérer limite Alexa ou Siri comme le dieu lard, c'est-à-dire le petit, la divinité qui gardait la maison, qui un était membre de la famille, bien c'est un sûr. membre de la famille, Mmh. mais plus que ça, c'est même le truc qui est connecté au système d'alarme, qui vous envoie une alerte quand Ouais. les enfants sont rentrés parce que leur téléphone a borné sur le Wi-Fi, etc., qui vous envoie une alerte au contraire s'il y a un dégât des eaux, que sais-je, Mmh. etc. Donc en fait, à un moment, on se sent un peu protégé par cette espèce de... C'est un peu l'elfe de maison, quoi. Qui a réponse à tout, Bien etc. sûr. Et donc ça, on a tendance effectivement à lui conférer quelque chose. C'est à mi-chemin entre le totem dans les religions anciennes et le membre de la famille ou l'interlocuteur quasiment humain. Et alors ça, c'était Alexa, et on n'avait pas des grandes conversations philosophiques avec Siri ou avec Alexa, on Non. va pas se mentir. Maintenant, Mmh. avec ChatGPT ou avec Gemini, on peut avoir une conversation de portée philosophique, beaucoup plus profonde. Mais il faut jamais oublier avec qui on l'a, ou plutôt avec quoi on l'a, et ça n'enlève rien à la qualité de cette conversation. Simplement, ça ne remplacera en rien la conversation qu'on a avec un humain. Et moi, il y a Bien sûr. un sujet qui me soucie quand on développe ça, et je vous dis, enfin, je te dis, il y a plein de choses très très positives, hein, mais le danger, ce serait effectivement, à un moment, d'abord, de passer à côté de l'humanité des Mmh. autres. On le voit, il y a une scène du film Her, par exemple, où le gars est tellement préoccupé par sa relation qui va pas très bien avec son IA, etc., qu'il est assis au bord d'un toit avec une fille plutôt mignonne et qui, de toute évidence, craque sur lui. Et lui, ils regardent tous les deux dans la même direction, mais lui, il la regarde même pas. En fait, il s'aperçoit même pas que sa Mmh. voisine de palier, en fait, elle est peut-être amoureuse de lui et que c'est peut-être une humaine
qui mérite qu'ils s'intéressent à elle. Bien sûr. Et là, on est dans l'enfermement, c'est hyper dangereux. C'est un peu le danger. Et l'autre point que je vois, pareil, c'est pas du tout pour être technophobe, bien au contraire, mais c'est plutôt pour identifier les difficultés pour apprendre à slalomer. Parce que plus on slalome entre les difficultés, c'est comme un pilote de Formule 1, il sait où sont les courbes où il doit ralentir, il sait aussi où sont les lignes droites où il peut accélérer. Donc ça permet de mieux utiliser l'intelligence Bien sûr, artificielle. bien sûr. Et en fait, c'est quelque part cette facilité qu'a cette technologie, mais qui vient sur le dessus de la pile de toutes les technologies numériques pour enlever toutes les frictions. On commande, on est livré tout de suite. Tout se passe sans friction. Tout est fait pour être facile. Bien sûr. On parle du cloud. Mais le cloud, il n'y a rien de plus pipeau. Le cloud, c'est des serveurs qui chauffent, c'est des serveurs qui demandent data des terras, centers, tout à c'est fait. des data centers, c'est des câbles sous-marins qui peuvent être coupés, c'est des satellites, des constellations de satellites avec des affrontements de grande puissance politique, économique, des risques quelque part de dépendance à une entreprise ou à une autre. C'est tout ça. Donc c'est tout sauf nuageux. Bien Je veux sûr. dire, c'est vraiment pas de la barbe à papa, c'est au contraire quelque chose de très concret. Simplement, tout est fait dans les devices, dans le vocabulaire, dans le narratif de la tech pour nous rendre ça quasi magique et que le user experience rende ça quasi magique. Et du coup, au bout d'un moment, le danger, c'est que on va avoir plus de mal à encaisser la friction. Et donc, effectivement, si tu discutes avec, je sais pas, ton meilleur ami Ouais. ou tes enfants ou tes parents, etc., et puis, bah, vous n'êtes pas d'accord. Par définition, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a des moments où on s'engueule. Et c'est aussi comme ça qu'on devient humain. En fait, on est On a eu ce humain. souci avec un chat GPT beaucoup trop conciliant récemment. Et OpenAI a reconnu et est revenu en arrière. Ils ont dit qu'ils allaient un petit peu revoir leur copie pour avoir un chat GPT qui soit aussi un petit peu peut-être capable de nous contredire. Bah, avec un peu plus d'aspérité. Hmm. Parce que, et on voit que les nouveaux modèles sont entraînés un peu pour aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est important de le dire, parce que je pense que même ces grandes entreprises sont capables de prendre en compte les choses si on les dit. Et en fait, petit à petit, il ne faut pas qu'on ait l'habitude de jamais être contredit. Ouais. Comme c'est un peu Downton Abbey, ces gens tellement riches que d'abord, ils sont dépendants de la myriade de majordomes et de personnel qui font plein de choses. Ils Bien ne sûr. savent même pas comment les choses sont faites et tout arrive comme ça, comme par magie. Et en même temps, ils sont jamais contredits par personne parce que la seule réponse qu'ils peuvent entendre, qu'ils sont capables de tolérer, c'est oui. Eric, on est sur une révolution incroyable, ça je pense qu'on est d'accord, en tout cas avec ce nouvel usage dont tu parles. Récemment, on a eu un nouveau pape, on a eu Léon XIV, donc suite à Léon XIII. Tu as suivi ce Habemus Papam un petit peu, et je voulais juste te demander un petit peu ton avis par rapport au nom qu'il a choisi, Léon XIV. On a dit que Léon XIII, en fait, avait abordé très fortement la question sociale dans le cadre de la première révolution industrielle. On nous dit que Léon XIV, en tout cas, une des raisons de ce choix de nom, c'était peut-être par rapport à cette révolution, cette nouvelle révolution industrielle, la révolution de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu as vécu donc cette nomination et ce nouveau nom? Alors, effectivement, moi, je ne le connais pas très bien, mais j'ai suivi les choses de près. Le pape François, le pape précédent, avait été le pape de l'écologie. Oui, d'accord. Laudato aussi, son encyclique sur l'écologie, ça avait été le premier pape à parler de ça. Ça avait été un pape qui, effectivement, avait été très social, très attentif aux migrants, très attentif aux personnes les plus démunies. C'est aussi un pape qui, sur la fin de son pontificat, s'était déjà saisi. Alors, c'est vrai que j'interagis beaucoup avec le Vatican, donc je vois et je pousse aussi un certain nombre de sujets, pour être très honnête, mais il s'était vraiment saisi de ces sujets autour de l'intelligence artificielle. Il en avait parlé au G7, c'est quand même le premier pape qui parlait au G7, et en plus de ça, il vient parler d'intelligence artificielle. Le pape François. Le pape D'accord. François. Donc lui, déjà, même en étant un homme âgé, qui avait quand même beaucoup de choses dont il devait s'occuper, donc une bande passante relativement faible sur les sujets de tech, et j'avais vu la façon dont il interagissait avec un certain nombre de personnalités de la tech. Il avait une compréhension très humaine et assez fine de ces sujets-là. Et il leur avait dit, vous connaissez les données des gens et vous pouvez prédire, voire influencer leur comportement. Mais si vous réduisez l'humain à sa donnée, vous passez complètement à côté de son humanité. Et donc, en fait, à un moment, vous avez le danger
d'avoir l'impression, mais quelque part, vous créez votre propre Canada Dry. En fait, vous Ouais, parlez, vous avez quasiment créé comme des avatars et vous parlez à des jumeaux numériques, mais ouais, vous parlez pas à l'humain lui-même. Et donc, il dit, bah, faites attention à ça. Il avait alerté sur le danger d'une espèce de tour de Babel avec on va dire, une IA générative qui pourrait être très centrée sur une langue, qui était l'anglais. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Une culture qui aurait pu être un peu Hollywood. Là aussi, on voit que des efforts ont été faits par les géants de la tech et par les développeurs d'intelligence artificielle pour intégrer aussi les langues plus rares, les bien cultures sûr. moins représentées, etc. Mais on voit que c'est difficile aussi. Moi, j'ai un ami qui travaillait sur la culture mozarabe, qui essayait de faire des images en culture mozarabe, un artiste Ouais. qui était à la Villa Médicis en Hmm. résidence, et il disait, ben, dès que je tape désert, ben, ça me met des images de tempête du désert. Et tempête du désert, c'est de la guerre américaine. Et il me dit, ben, non seulement ça ressemble à Tatooine, donc en gros, ça ressemble à une Bien planète de sûr, barbares. Donc ça rend pas tellement compte, lui était d'origine nord-africaine, il dit ça rend pas tellement compte de la richesse de ma culture d'origine. évidemment. Et en plus de ça, il dit de temps en temps, je vois même un drapeau américain au milieu, parce que forcément, tempête du désert, bah, c'est des GIs partout. Et voilà. Et donc on voit qu'il y a quand même Des sacrés biais, il y a un des énorme données travail à d'entraînement. faire. Ben oui, parce qu'en fait, les données d'entraînement, c'est les données du web. Et le web, il est quand même très orienté. Il est quand même très masculin. Il est très nord-occidental. Il a quand même des biais très forts. Donc en fait, il faut effectivement réussir à débiaiser tout ça. Mais tout ça pour dire que le pape François avait déjà pris Hmm. en compte tous ces éléments-là. Et Léon XIV, qui donc n'est pas le successeur de Léon XIII. Hein. Donc il y a des. Bien C'est sûr, c'est bien comme, sûr, c'est bien comme sûr. entre les Louis, ou Soyons voilà, clairs, entre merci, les rois, entre les pardon. Louis, les François, etc. Il y en a qui s'intercalent. Et donc, Léon XIV est le successeur du pape François. Mais effectivement, il a choisi son nom en référence au pape qui était celui de la révolution industrielle, Ouais. qui est celui qui a introduit, qui a fait construire une gare au Vatican, celui qui a introduit un certain nombre de nouveautés technologiques au sein même de l'Église, Hmm. et qui est un pape qui a été le pape aussi de l'émergence de la classe ouvrière, qui sait avec l'encyclique Rerum Novarum, qui était une encyclique justement sur la condition de cette nouvelle classe qui émergeait, puisque avant c'était très différent. On pouvait être paysan, on pouvait être artisan, mais il n'y avait pas cette classe ouvrière. L'ouvrier spécialisé, c'est une invention de la révolution industrielle. Mais sur Léon XIII, tu dis qu'il a fait construire une gare au Vatican, donc il n'était pas opposé en tout cas à cette Il, révolution industrielle. il Il a est posé un cadre, c'est ça? C'est en Hmm. fait, et je pense que Léon XIV, c'est la même chose. C'est un pape américain, faut pas oublier. Ouais. Quand il a célébré sa première messe et quand il a élevé l'hostie, tout le monde a vu qu'il avait une montre connectée. Et entre-temps, je me suis laissé dire que celui qui était le coach fitness dans la salle de sport où il va, et il y allait complètement incognito, a dit: Ah bon, c'est lui le pape? Ah, mais c'est un homme très gentil, très discret, etc. Mais voilà, il a ce côté, c'est un pape connecté. Bien sûr, Et c'est un pape d'accord. plus jeune, hein, c'est Ouais. évident. Donc il est américain, il est plus jeune, il a déjà une montre connectée, il a une habitude de tout ça. Donc c'est évident que ce sera quelqu'un qui va embrasser ces technologies Hmm. et en même temps les embrasser. Et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui à ton micro, c'est Évidemment. d'essayer de dire tout ce qu'elle nous apporte de positif et en même temps d'identifier les choses trappes. Parce qu'il y a quand même quelques pièges sur la route, il y a quand même quelques difficultés, il y a des zones de vigilance. Et ce serait trop bête de tomber dedans et de mal les utiliser ou de pas les utiliser à plein et de pas en tirer un plein bénéfice. Merci Eric, et tu vas nous en parler dans une seconde. Mais donc, pour toi, cette référence, en tout cas, au niveau du nom du pape, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est à la mesure du phénomène qui est en train de se passer. Bah, ça présage bien. Parce D'accord, qu'on oui, ne oui, verra qu'à l'usage, mais ça présage bien. d'accord. Super effet d'annonce. Eric, je reviens juste en amont sur notre question traditionnelle, avant de passer à un sujet que j'ai envie d'ouvrir avec toi, peut-être sur des travaux que tu mènes, notamment sur l'éthique de l'IA. Mais juste pour nos auditeurs, quels sont les outils d'intelligence artificielle que tu utilises le plus au quotidien? Et est-ce que tu as une petite recette à nous révéler, un petit secret d'utilisation qui fonctionne bien à nous conseiller? Voilà. Alors, j'ai pas forcément de baguette magique, mais d'abord, moi, j'essaie de les utiliser, sinon tous, du moins un grand nombre, parce que je me rends compte qu'ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, Mmh. et qu'en plus de ça, c'est toujours intéressant de comparer les résultats.
Donc là, c'est Et bien. tu nous as dit tout à l'heure, peut-être être moins dépendant aussi grâce à cette multiplicité d'outils, oui. C'est évident, et c'est vrai que quand on pose la même question à ChatGPT, à Gemini ou au chat, par exemple, Ouais. on va obtenir des réponses différentes, et après, ben, on se fait soi-même sa sauce. On passe beaucoup de temps à copier-coller encore aujourd'hui, hein, quand même, sur nos claviers. Ben, alors justement, moi, le danger, et ça, j'en Mm. discutais avec quelqu'un dans l'administration française qui, de fait, a déployé des outils d'aide à la rédaction d'emails. Il dit, on a un peu deux populations. On a ceux qui copie-collent, Ouais. c'est-à-dire en fait qui se posent pas assez de questions, et peut-être c'est dangereux parce qu'en fait, il serait bien de lire plus en détail, et ceux qui réécrivent tout. Et puis, ben, il y a une population au milieu qui sont les bons utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui vont relire sans tout réécrire et corriger. Et c'est cette population que petit à petit, il faut faire grandir au détriment des deux autres qui petit à petit doivent disparaître. Ouais, Moi, un outil que j'aime bien, c'est Notebook LM, parce bien que sûr. ça permet de lire et de synthétiser des documents dans des langues qu'on ne connaît pas. Parfois des documents qui sont très longs, en multimodal. On a une vidéo en allemand pendant 1 heure, par exemple. On a un rapport de l'OTAN, on a un truc, je sais pas quoi, de la République italienne, et on mélange tout ça. Et pas seulement de synthétiser, parce que ça, c'est un peu la partie facile, hein. C'est surtout d'aller questionner. Avec des modèles qui synthétisent, développent, remixent l'information, hein, sur un modèle de texte qu'ils savent très bien faire, en effet. Voilà, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que j'ai lu la synthèse, j'ai fait que 10% de l'utilisation de l'outil. Hmm. Après, le point intéressant, c'est que ça travaille à partir d'un corpus fermé, donc il y a moins d'hallucinations, ça part pas dans tous les sens. Et puis, il y a constamment des petites pastilles, et quand on clique, ça ouvre le paragraphe. Et moi, ça m'arrive souvent d'aller vérifier dans le texte ce que ça dit Hmm. en vrai, parce que ça éclaircit un peu les idées, connaître le contexte, comprendre comment c'est dit, etc. Et puis surtout, après, ça permet de poser des questions. Ouais. C'est-à-dire, sur un sujet, récemment, je travaillais sur un sujet de conférence que je connaissais pas trop. Je mets une cinquantaine de sources, et puis à partir de là, je commence à les faire dialoguer, à interagir avec elles, à demander en moyenne quel est le point de vue sur tel et tel sujet, quelle est l'opposition entre tel et tel. Et là, ben, ça commence à devenir intéressant. Tu sais quoi, Eric, merci beaucoup. Et moi, je pense que je m'en sers pas encore suffisamment. Ceci dit, par contre, pour nos utilisateurs, hein, je vous annonce que Google vient de nous sortir une version française de Notebook LM, hein, qui permet de générer des podcasts aussi en français, et même une application mobile sur iOS et Android qui rend ça encore mieux utilisable, encore plus facile à utiliser. Alors Eric, justement, si je ouais. peux dire, je sais que c'est plus fancy, c'est plus fun d'utiliser la version audio, c'est-à-dire qu'en fait, il écrit un podcast, il crée un podcast. Mais pour moi, un podcast, c'est ce que tu fais. Hmm. C'est-à-dire, intentionnellement, j'invite un invité et je le cuisine sur les questions que j'ai envie de lui poser, etc. Et je fais pas juste une espèce de synthèse à deux voix en Ouais. mode marionnette, blablabla. Bla, bla, bla. Ce que fait assez bien d'ailleurs, et en français maintenant, Notebook LM. Mais pour moi, ça paraît plus fun, mais c'est moins puissant que d'aller questionner comme si on Travaille a... sur le texte. Donc toi, tu es Ben, plus en en texte. fait, non seulement suis plus en texte, mais je pose des questions. En Hmm. fait, c'est comme si j'avais un adjoint à qui j'avais demandé de lire, par exemple, tous les rapports de tous les pays de l'OTAN sur un sujet de défense. Et ensuite, je le questionne et je lui dis, oui, mais alors que pensent les États baltes par rapport à l'Italie? Mais comment se positionne l'Allemagne sur tel sujet par rapport à la France? Et moi, ce que je veux, c'est pas la synthèse de la synthèse de la synthèse. Ça, au fond, c'est du Canada Dry. C'est un peu, c'est vraiment le cherry on the top of the cake, quoi. C'est T'as vraiment raison, t'as la... raison, t'as raison. Et alors qu'en On peut fait, toujours aller chercher une synthèse. On pourrait avoir n'importe quel magazine, n'importe quel quotidien qui est synthétisé en 3 lignes ou n'importe quel article en 3 lignes, mais ça n'aurait pas vraiment. Je suis d'accord avec oui, toi sur ton Canada Dry. mais Ouais. justement, mais si on Mm. en revient aux médias, moi, les médias qui Mm. m'intéressent, c'est des médias qui, par certains côtés, vont synthétiser des choses pour me permettre d'avoir une vision un peu globale, mais qui ensuite vont faire des deep dives, comme on dit en mauvais français, donc ils vont creuser en disant, mais ces 3 points-là, moi, j'ai pas envie de les synthétiser, ces 3 points-là, j'ai vraiment envie de comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, le pourquoi du comment, et c'est là que le journalisme de synthèse et le journalisme d'investigation s'alternent et se complémentent assez bien. Et moi, dans la façon dont j'utilise Notebook LM, c'est ça. Il y a de la synthèse et il y a de l'investigation. Écoute, c'est super intéressant. Alors, je vois très bien ce que tu décris, tu vois, le rapport de l'OTAN. On pourrait penser aussi au rapport du GIEC,
tu vois, plein de sources d'informations comme ça qui sont très complètes. Et en fait, ça me fait penser à quelque chose. J'ai rencontré récemment un start-upper qui a une boîte qui s'appelle Tomorrow, qui est spécialisée dans la gestion des contrats avec l'IA. Et il m'a expliqué quelque chose que j'avais pas vu venir. Il m'a dit, tu vois, les contrats, aujourd'hui, si tu prends un juriste dans une entreprise, quelqu'un qui est dans une fonction RH, il va avoir 70%, 80% de son écran où on va avoir un contrat affiché sur un Word, sur un PDF. Bah, d'ici 6 mois, ce contrat, il va disparaître. Tu vas plus le voir sur l'écran. Et tu verras juste, en fait, une petite synthèse qui va te dire, là, il y a un risque, là, il y a un problème, et tu auras la possibilité de cliquer dessus pour ensuite ouvrir le passage qui peut être intéressant, sur lequel tu dois te poser des questions. Et quand je t'écoute un petit peu sur ta manière de travailler avec Notebook et LM sur ces gros rapports, ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que justement, sur les legal tech, nous, on s'est posé la question parce qu'on voit Mhm. fleurir pas mal de plateformes comme Mhm. ça, d'outils. Ouais. Je pense qu'en fait, on est un peu à un carrefour où peuvent se passer deux choses. D'un côté, on peut aller vers une plus grande synthèse et un traitement vraiment du risque. De l'autre côté, pour le moment, ajouter des clauses dans un contrat, c'est des heures de travail d'avocat et par définition, ça coûte cher. Donc, si tu fais un contrat, je ne sais pas, par exemple, de location parce que tu loues un Ouais. appartement, tu vas pas rajouter la chute d'astéroïdes, l'invasion d'aliens, la montée des eaux si tu es en haut de la butte Montmartre, parce que tu es quand même loin de tout ça. Le danger avec l'IA, c'est que comme ça coûte quasiment rien, et comme on va de plus en plus dans un droit, on reste dans un droit français, on n'est pas dans du common law américain, mais on va de plus en plus Hmm. dans un droit où on va essayer, il y a un droit du contrat, un droit du deal, donc on va constamment rajouter des clauses. Le danger, c'est qu'on ait dans des contrats qui fassent 20, 50, 100, 200, 250 pages, tout simplement parce que ça coûte quasiment rien de les faire, et ça coûte quasiment rien de les lire, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus que les IA qui vont les faire, et plus que les IA qui vont les lire. Et à un moment, il faut quand même s'assurer qu'on garde bien le contrôle, parce qu'en se voulant surprotéger sur certains sujets, on risque effectivement de mésestimer certains risques ou d'engorger, d'emboliser le système, et là aussi de perdre un peu le contrôle de la façon dont on gère le risque juridique dans une entreprise. Donc là aussi, il y a un carrefour, et là aussi, on en revient à la question de la gentilité, c'est quels sont les risques contre lesquels je veux vraiment me prémunir, quels sont les sujets qui sont vraiment importants pour moi, et là, ça Hmm. vaut le coup de travailler avec l'IA, et quels sont les sujets sur lesquels à terme, oui, effectivement, quand tu loues un appart, tu peux dire à ton propriétaire ou à ton locataire, en cas d'invasion d'aliens, sachez que je ne suis pas responsable. C'est super intéressant, Eric. Merci beaucoup parce que ce que je me dis, c'est en effet, c'est voir à quel point l'IA peut nous permettre de créer, de générer des choses qui sont utiles ou pas. Parce que en effet, on peut faire des contrats à rallonge, générer du texte à rallonge à moindre frais. Mais en fait, on se dit, l'IA nous permet de tout simplement produire beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, il y a plein de choses qui vont être complètement inutile. On va se retrouver à IA contre IA à produire des rapports, des contrats de 10 000 pages. Mais de l'autre côté, cette production, elle peut nous permettre aussi d'ouvrir des nouveaux métiers, une nouvelle production. Par exemple, on a un risque de canicule, et ben on va contacter, on va appeler 200 000 personnes dans les 30 minutes qui viennent. Mais Ça, on ne pouvait pas le faire avant. J'ai une proposition pour, par exemple, faire livrer un container, bah, je vais contacter 10 000 chauffeurs routiers en 30 secondes et pour peut-être 4 euros, ce que j'aurais pas pu faire avant. Et ça, d'une certaine manière, c'est un nouveau business, une nouvelle mais perspective qui est ouverte. oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois la démultiplication en termes de contacts, de la rapidité, la facilité, et puis c'est aussi la capacité à appréhender le réel dans sa complexité. C'est-à-dire que l'humain a un nombre de paramètres dans l'équation qu'il peut intégrer dans son cerveau, même les plus brillants, Ouais. qui est forcément limité. Hmm. Là où la machine a accès d'abord à beaucoup plus d'informations en temps réel, peut les croiser, les moyenner, etc. Et surtout peut intégrer beaucoup plus de tokens, beaucoup plus de paramètres. Et donc en fait, on a la possibilité, par exemple, c'est le cas déjà depuis longtemps pour les modèles météorologiques, de prendre en compte beaucoup de paramètres et donc Hmm. d'anticiper l'évolution de la température, par exemple, du temps qu'il fait. Et de même, on va pouvoir anticiper de plus en plus de choses et peut-être mieux comprendre notre monde. Donc ça, c'est la dimension très positive Bien de se sûr. dire que ce monde qui est infiniment complexe et sur lequel on a, parce que c'est notre façon de fonctionner en tant qu'humain,
Et un peu, ça fait partie de nos biais cognitifs, plaquer des précompréhensions un peu simplistes, du style il est comme ça ou oh ben telle chose est comme ça. Mais non, en fait, c'est hyper simpliste. Non, non, la réalité est infiniment plus complexe et la machine va pouvoir nous donner une vision beaucoup plus sharp, beaucoup plus définie et va pouvoir nous aider à prendre des décisions en fonction de cette vision beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est très, très positif. C'est une C'est meilleure compréhension de notre monde. la magie, l'hyperpuissance de cette nouvelle informatique probabiliste et qui est génératrice. De temps en temps, on peut se dire attention, ça peut halluciner, on a peut-être moins de fiabilité sur certaines choses, mais de l'autre côté, ça peut être vu comme une feature, comme une fonctionnalité, parce que pour le coup, on peut créer, démultiplier, traiter des informations à l'infini. Ben, oui, elle peut se tromper, mais regarde le nombre de stratèges pendant les guerres, ou regarde le nombre d'économistes brillants, hein, titulaires de prix Nobel, etc., qui se sont complètement gaufrés sur certains trucs, qui n'ont pas vu venir des choses essentielles. Donc, moi, je veux bien, mais l'humain aussi se trompe. Simplement, le problème, c'est le rapport qu'on a à l'erreur et le rapport qu'on a à la machine. Alors, on va dire en latin, l'erreur errare humanum est, l'erreur est humaine. En revanche, la machine, on attend qu'elle fasse pas d'erreur. Mais la machine, c'est normal qu'elle fasse aussi des erreurs. Bien Elle est sûr. nourrie. D'abord, elle a été conçue par des humains, donc par définition, elle nous est pas tombée du ciel. C'est pas le Deus ex machina. Donc en fait, forcément, c'est des algorithmes avec des bugs, c'est des datasets avec des biais. Donc c'est forcément aussi des erreurs. Simplement, on l'accepte moins de la part d'une machine. C'est-à-dire, si une voiture autonome écrase un piéton, on dira c'est un scandale. Si un chauffeur écrase un piéton, on dira c'est un accident. C'est Bien triste, sûr. c'est grave, mais c'est un accident. Et les accidents, ça arrive. Donc ça, Est-ce- il faut peut-être qu'on revoie un peu nos prétentions. Puis l'autre point, c'est, Hmm. moi, j'aime beaucoup tout ce que tu dis sur notre capacité, justement, à appréhender au sens noble et large cette réalité. En revanche, je ne voudrais pas que ça nous aide à Mhm. la complexifier un peu. Pour reprendre l'image qu'on avait tout à l'heure sur les contrats, on sait que de nos jours, rédiger un article de blog Ouais. ou de site internet, ça peut se faire en 3 clics avec un prompt. Et le danger, c'est qu'en fait, des tombereaux de mélasse apparaissent, Ça y est, on y est. On mais on y est est sur déjà. notre AI slope, cher Mais Eric. complètement. Hmm. Et en fait, c'est qu'on est ces tombereaux qui nous arrivent comme ça, mais c'est vraiment c'est une avalanche de trucs, pas forcément faux, mais pas forcément vrais non plus, gluants, quoi, trucs qui n'ont aucun sens. Non, non, mais merci. Ça a pas de saveur. Allons-y parce que je pense qu'il faut qu'on le dénonce ensemble, parce qu'il y a qu'en disant ça en fait qu'on pourra peut-être trouver des solutions à ça. T'as raison, cette mélasse, cette glu, cette bouillie industrielle qu'on servait aux cochons, hein, c'est de là que le slop tire son nom. En effet, on n'a pas envie d'être assailli, d'être bombardé, d'avoir nos cerveaux Ouais. qui sont remplis de cette bouillie qui ne fait que, excuse-moi, mais donc du putaclic ou qui fonctionne bien avec les algorithmes de Ben, recommandation. le danger, c'est à la limite être assailli, ça voudrait dire qu'on pourrait se battre. Le problème, c'est plutôt c'est les sables mouvants, quoi. C'est être noyé progressivement. Et ça, moi, je vois un vrai danger pour nos démocraties. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, être noyé, tu sais, c'est envahir la zone. C'est un peu comment dire, la stratégie d'un certain nombre Hmm. de médias en disant, ben, il faut qu'il y ait toutes les 10 minutes, il y a un nouveau truc. Et au bout d'un moment, les gens ils n'arrivent plus à réagir. Et donc, quand il y a un truc vraiment grave, ben, ils le dénoncent pas, ils se révoltent pas, etc. Moi, Ce ça qui me est assez paraît terrible, hein, et ça fait penser un peu au temps de cerveau disponible à l'époque de le exactement. lait, et tu as raison, stratégie Et, d'enfouissement, c'est intéressant. Et Ouais. ça me paraît extrêmement dangereux parce qu'en Ouais. fait, soit c'est quelque chose qui nous arrive, on va dire, sans qu'on fasse vraiment attention Hmm. et c'est juste, on va dire, un produit du système, c'est un side effect négatif du mélange de la façon dont on s'informe sur les réseaux, la façon dont fonctionnent les algorithmes, etc. Mais au bout d'un moment, il y a des articles écrits par des machines et lus par des machines. Donc au bout d'un moment, enfin, c'est-à-dire les machines écrivent pour les machines, hein. Et puis nous, on flotte vaguement là-dedans. Soit c'est intentionnel de la part de certains en disant si on les bombarde de tellement d'informations, on sait très bien, c'est l'effet 20 heures, 100 000 morts à tel endroit, sans transition, la fête du gras Ouais. demain dans le Gers. Bah, c'est un peu d'écraser toutes les nouvelles sur un même plan parce que finalement elles entrent dans un fil chronologique où on entend parler des 100 000 morts à tel endroit et juste après de la fête du gras.
Et puis finalement, bah, ça relativise un peu les 100 000 morts. Et puis, Est-ce qu'il faut marquer ce qui est produit par la machine ou ce qui est produit par l'être humain? C'est un peu une des idées de Sam Altman avec son projet WorldCoin, devenu World, dans lequel il a investi assez lourdement. Donc, on se sert de la blockchain pour dire, surtout pour pouvoir faire la différence dans la génération de contenus digitaux entre c'est produit par la machine ou c'est produit par l'être humain. Cette action est faite par la machine ou par un être humain. Ça, tu penses que c'est alors, important? moi, je pense que c'est capital d'identifier ce qui est humain et ce qui vient de la machine D'accord. pour plusieurs raisons. D'abord, pour des questions de qualité. Effectivement, quand on dialogue avec un chatbot, il ne faut pas attendre qu'il vous comprenne Hmm. sur Internet, etc. Et il faut se dire qu'il peut y avoir des erreurs. Alors, l'humain peut en faire aussi, mais l'humain, il sera comptable de son erreur. C'est-à-dire que si un employé au téléphone Ouais. t'a dit un truc et que c'est pas vrai, tu peux toujours te plaindre, etc. Et lui sera sanctionné par ses hiérarchies. Si c'est la machine, on dira, ben, c'est un bug. Donc ça, il faut qu'on sache à qui on a affaire ou à quoi on a affaire. Hmm. Il faut qu'on sache d'où vient le contenu en termes de qualité, en termes d'orientation, à tout point de vue. Ça c'est évident. Et puis, je pense que c'est important aussi parce que, à mesure qu'on va automatiser des choses, et je pense que beaucoup de choses vont s'automatiser, le fait fabriqué par l'humain, ça va être un peu l'équivalent du fait main Ah, dans bien la sûr. maroquinerie. C'est Made by ou dans le human, textile. Oui, made by voilà. human, tout à fait. C'est voilà. On le voit, ce tampon, suite au Made in USA, Made in France, fait main, t'as raison, il va Et arriver. effectivement, se dire, par exemple, que tel sac de maroquinerie a été entièrement fait à la main par des artisans qui ont un savoir-faire ancestral, Hmm. indépendamment, comment dire, du prix qui est lié à la marque, mais c'est normal que c'est un prix en soi. Et on paye donc l'effort, le savoir-faire ancestral dont tu parles. Et l'interaction à l'humain, et quelque part, on paye aussi, quelque part, la dignité de l'humain qui le fait. C'est-à-dire que c'est vrai pour l'ouvrière ou Mhm. l'ouvrier dans un atelier de maroquinerie qui a un savoir-faire exceptionnel, qui travaille sur des peaux d'une grande qualité, etc. Ouais. Mais c'est vrai aussi, et ça, il y a des pays où on a plus conscience, comme au Japon par exemple, beaucoup plus conscience qu'en France, sur la qualité intrinsèque de toute action. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait que un portier, un chef de quai, puisque ça existe encore dans le métro Ouais. de Tokyo, a une haute estime de la qualité de son travail. Et ça se voit dans la dimension quasiment chorégraphique de ses gestes, parce que, en fait, c'est pas parce que il est chef de quai, ce qui n'existe plus chez nous, que son travail est moins estimé. Oui, Hmm. il pourrait être data scientist, oui, il pourrait diriger Nissan ou Toyota, et il est chef de quai, mais en soi, son travail est de la valeur, il a une dignité en tant que personne qui fait ce travail-là, et cette dignité, c'est important que tout le monde la reconnaisse. Et moi, je me rends compte de ça, Ouais. notamment quand on parle de tous les métiers d'aide à la personne, les soignants, tous les métiers qui sont en front line, tous les métiers, je sais pas, par exemple, dans la grande distribution, Hmm. etc. Je pense que l'idée, ça va être de regagner en dignité, de réinvestir la dignité qu'ils ont déjà, de reconnaître la dignité que l'humain a quand il s'occupe d'une personne âgée, quand il te sert dans un supermarché, etc., pour justement recréer cette qualité de la relation humaine et pour le reste, automatiser plein d'autres trucs On le pour nous sent venir. débarrasser, Hmm. c'est très bien. On le sent venir, tu as raison. Et tu vois, moi, dans des formations que je peux faire, des contacts que je peux avoir, je le sens poindre, tu vois, dans certains métiers du service, dans la restauration, tu vois, dans la vision qu'ils peuvent avoir en fait sur le service, où ils savent que pour le coup, ils sont pas exposés à l'intelligence artificielle directement. J'adore tes exemples du Japon aussi. Et alors, j'ai pas le nom en tête, mais tu sais, il y a un truc très intéressant au Japon sur des personnes qui font de la poterie. Je sais pas si tu connais cet exemple, qui font une poterie hyper évoluée avec un énorme niveau de qualité comme ça. Et on te dit que, tu sais, à chaque fois, ils finissent par rayer la poterie qui est un peu marquée comme une signature, mais aussi, c'est un peu une tradition pour dire je suis en quête de perfection et c'est la poterie d'après qui sera Ouais. la plus parfaite. Tu connais ça Il y un a peu? Ouais. effectivement au Japon une tradition de la perfection de l'imperfection. Se Ah. dire qu'un objet imparfait, même un objet abîmé, un objet patiné par le temps, pour reprendre l'exemple qu'on prenait, un vieux sac, par Hmm. exemple, un vieux sac de voyage hérité de ton père ou de ton grand-père, une vieille montre qui, de toute évidence, a quand même les marques du temps, même si c'est une belle montre, etc. En fait, paradoxalement, elle a plus de valeur parce qu'elle a cette patine, Hmm. parce qu'elle a tous ces petits
toutes ces petites marques d'usure qui font ce qu'elle est, alors que finalement, un truc qui sort tout juste de l'usine, bah, ça a moins vécu. Moi, j'ai gardé personnellement, elle ne fonctionne pas et je pense que ça coûterait cher malheureusement de la faire réparer. Une vieille montre à gousset de mon grand-père, qui est à la fois un très bel objet, mais de toute évidence, bah, il était officier de marine, il a eu ça dans sa poche pendant longtemps. Elle est patinée, elle est usée, elle est abîmée, et du coup, elle Bien sûr. fonctionne plus. Mais pour moi, c'est un objet, bon, qui bien entendu me rappelle mon Sentimental. grand-père, mais qui dit aussi quelque chose. C'est aussi un objet très technologique. Quand il l'a acheté, j'ai aussi un Leica 1 qui est les premiers appareils photo Ouais. de petite taille que mon grand-père avait acheté à l'époque. Il a légué à mon père. Alors Hmm. maintenant, les formats de pellicule, ils fonctionnent très bien, mais les formats de pellicule, il faudrait les acheter au mètre. C'est plus les pellicules qui existent de nos jours. Ouais. On peut plus l'utiliser. Mais ça dit une technologie qui a traversé le temps, qui a été super high-tech à la pointe à un moment et continue à garder une profonde charge symbolique pour moi et qui continue à nous dire quelque chose de l'ordre de l'excellence. C'est passionnant, Eric. Peut-être que des modèles comme GPT 3.5 seront un petit peu cette Madeleine de Proust, cette technologie, tu vois, dans quelques années, à la vitesse à laquelle ça progresse. Eric, je veux absolument t'emmener sur un sujet. Je sais que tu fais des super travaux sur IA et éthique. Et tu m'as, en préparant un petit peu l'épisode, tu m'as vraiment ouvert de nouveaux horizons par rapport à ça. On parlait un peu des lois de la robotique, hein, pour nous mettre dans le contexte. Dans le cycle de fondation, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain être exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. Voilà, on a entendu un peu parler de ces lois d'Asimov. On a entendu parler un petit peu de anthropique, avec une IA entraînée sur ce qu'ils appellent une constitution, donc qui va suivre des principes. Je crois que toi, justement, tu as un cadre de réflexion et maintenant peut-être des propositions sur lesquelles tu travailles pour encadrer cette IA et proposer de l'éthique avec du code dans le code. Alors, l'idée de coder l'éthique, effectivement, Anthropique, Dario Hmm. fait ça depuis un moment et il y a pas mal d'équipes qui essayent, il y a des papiers très intéressants qui sortent. On se rend compte que la difficulté qu'on a, c'est que les trois lois d'Asimov, c'était ultra, bon, à la fois, comment dire, visionnaire, Mhm. c'était aussi ultra simplificateur. Parce qu'en fait, on ne vit pas et on ne décide pas uniquement à partir de lois. Celui qui ne ferait qu'appliquer les lois, le danger, c'est qu'il finit à Nuremberg. Ah ben moi, j'ai juste conduit un train, on m'a dit qu'il fallait conduire un train, destination Auschwitz, ah bah c'est ballot. Hmm. Non, à un moment, entre que dire, résonance, en opposition, en contradiction dans notre conscience, et c'est ça qui fait la richesse de l'humain, des lois qui nous sont imposées, des choses qui nous sont inculquées dès l'enfance, des interdits fondateurs, on peut penser à l'interdit du meurtre. Oui, interdit du meurtre, mais si je vois une vieille dame se faire tabasser dans la rue, Ouais, est-ce que si j'ai un objet lourd à la main, je ne vais pas frapper sur son agresseur au risque de le blesser mortellement, mais je ne vais pas laisser la petite dame se laisser frapper. ouais, Donc en fait, ça veut dire que la légitime défense, c'est la même chose. Donc en fait, on voit que les lois ont aussi leurs exceptions, bien sûr. les exceptions ont aussi leurs exceptions. Donc à un moment, on a un peu, on va dire, deux sources de la morale. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour simplifier à l'extrême, on a à la fois des règles qui nous sont données, donc une morale du principe, Ouais. et ce serait Kant, par exemple. Et de l'autre côté, on a les conséquences de nos actes. Qu'est-ce qui Mhm. se passe si j'agis ou je n'agis pas de telle ou telle façon? Donc, c'est une morale plutôt conséquentialiste. Ouais. Et donc, en fait, la question, c'est... Morale conséquentialiste. Je répète, hein, pour notre audience, parce que quand tu m'as parlé de ça, moi, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Ben, Conséquentialiste. en fait, Ouais, la c'est morale très bien. conséquentialiste, c'est en fait, c'est dans la lignée des philosophies anglo-saxonnes Hmm. où on prend en compte les conséquences des actes et où on va, quelque part, on dirait dans la Bible, on jugeait un arbre à ses fruits. C'est un vieux dicton hébreu. Mhm. Et c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a l'intention qui compte et puis il y a la conséquence. Ouais. Et quelque part, il y a l'intention, l'action et la conséquence qui va falloir juger. Et c'est quelque chose de grave qui se passe et que ça finit devant un tribunal, c'est ces différents éléments-là.
c'est tuer sans intention, enfin, c'est donner la mort sans intention de la donner. Donc, c'est pas vraiment la même chose qu'un meurtre avec préméditation, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, Oui. en fait, quand on veut faire de l'éthique à une IA ou quand on veut qu'une IA ait un comportement Ce qui est éthique, essentiel parce qu'on va leur donner de plus en plus de ben, pouvoir dans les années mais qui viennent, dans les c'est mois qui viennent. ben, On parle des agents déjà. c'est capital avec l'IA agentique. C'est que plus on va lui déléguer de choses et moins on l'utilisera comme un outil et plus comme quasiment un espèce de collègue, on va dire une instance à qui on délègue des choses, Ouais. et plus on va avoir besoin d'avoir au moins, même si on veut rester acteur, comme on le disait durant cet entretien, il va falloir qu'on ait un premier filet de sécurité qui évite qu'elle parte dans le décor. Sinon, c'est un peu le syndrome de la fabrique de trombones. On lui demande de fabriquer des trombones, puis elle utilise toute l'acier qui est sur Terre, quitte à désosser toutes les voitures, puis au bout d'un moment, elle va voir si elle peut pas tuer les gens pour les fabriquer en trombone, à les transformer en trombone à Bien un sûr. moment. Il faut Et fixer... à transformer l'univers en trombone. T'as raison, donc l'agent défini en tout cas par OpenAI en ce moment, c'est donc un modèle avec une capacité de mobiliser des tools, des outils, donc une capacité d'action, et qui va suivre des instructions. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce que tu me dis là, j'ai l'impression, il nous parle aussi de guardrails, Ouais. de règles, de limites pour s'assurer que ça part pas dans tous les sens, Ben, quoi, que c'est-à-dire ça va qu'en pas dans le fait, décor. il y a une tension, et c'est ce qu'on fait quand on prend une décision. Tu dois prendre une décision éthique. D'abord, tu as en tête toutes les règles qui sont soit liées à la loi, soit liées à des règles éthiques personnelles qu'on t'a inculquées dans ton enfance, etc. Et que tu t'es approprié. Tu dis, oui, dans ma famille, on a quand même ces principes. Moi, à titre personnel, je refuse de faire ça, etc. Ça, c'est très bien. Et puis après, il y a la réalité, il y a en face comment dire, les conséquences. Et si je fais ça, bah, peut-être qu'il faut que je fasse une entorse. Et en fait, l'éthique, c'est pas une science du bien et du mal, c'est une capacité à gérer des conflits de devoirs. Donc en fait, que se passe-t-il si je fais ça? Donc je dis, je ne mentirai pas, mais je suis en train de protéger un réfugié. Je sais pas, comment dire, un pouvoir illégitime vient frapper à ma porte ou des bandits et me disent, bah, est-ce que tu protèges un réfugié? Bah, si je ne mens pas, je dis oui. Ouais. Mais en fait, en même temps, je ne vais pas mettre la vie de cette personne en danger. Donc, je vais dire non. Donc, en fait, je vais faire une entorse à ma propre règle. Et donc, en fait, c'est une tension entre les conséquences de tes actes et les règles que tu te fixes. Et il faut constamment jongler avec tout ça. Et c'est ce que l'humain fait inconsciemment Ouais. en se disant, mais que se passe-t-il? Quelle décision dois-je prendre? Et il prend une décision. Et c'est En ça. fonction de son éducation, son raisonnement, la société, la culture, Et le contexte local, c'est-à-dire le et contexte bien de sûr. chaque décision est unique. Ouais. C'est pour ça que chaque décision, par exemple, dans le milieu médical, quand on parle du début ou de la fin de vie, par exemple, on peut se fixer des grandes règles, mais ensuite, chaque décision va demander qu'un praticien puisse dialoguer avec un patient ou une famille et poser un acte médical ou pas en fonction d'une situation particulière. Et c'est la même chose, simplement, on ne se rend pas compte parce que, comme beaucoup de choses, on les fait de façon relativement instinctive et il faut vraiment qu'on ait un vrai dilemme éthique, un vrai truc qui nous tracasse, qui est vraiment un cas de conscience pour qu'on se dise, bah, je ne peux pas décider comme ça, il faut que j'appelle un ami, il faut que je prenne conseil. La machine, elle va constamment se trouver face à ça. Et donc là, ce qu'on essaie de faire au sein de la Human Technology Foundation, et on a une équipe avec Mais un professeur de c'est Polytechnique. fantastique, Eric, parce que je vois que en tout cas, tu as une énorme réflexion sur ces sujets-là. Mais tu veux aller plus loin, donc tu veux créer quelque chose que tu peux superposer sur l'intelligence artificielle, quelque chose de... C'est quoi? C'est un rapport, des règles, du code? C'est quoi, justement? Et Alors, excuse-moi, je t'ai non, coupé, mais non, je non, mais t'écoute. c'est important d'être pratique pour bien expliquer. En fait, l'idée, c'est d'avoir un modèle qu'on choisit, qui peut être ChatGPT ou peu importe, qui va, quand on lui pose une question, proposer, donc par exemple un dilemme éthique, dois-je faire, si on prend trop les problèmes, par exemple, ben, on a un tram qui peut aller sur la voie droite ou la voie de gauche. La voie de droite, il y a une dame enceinte, la voie de gauche, il y a une personne âgée. Est-ce que je vais à droite ou à gauche, Bien sachant que sûr, j'ai bien pas le sûr. choix? Et dans ces cas-là, la machine va faire une première proposition. Et nous, l'idée, c'est de coder un système qui se déclenche seulement s'il y a un dilemme éthique. C'est-à-dire, si on lui dit quelle est la capitale de la Chine, il va dire c'est Beijing. Il n'y a pas de dilemme éthique, c'est juste de l'info, c'est du factuel. Et alors que quand il y a un dilemme éthique, il se déclenche et il agit un peu comme
Gepetto, le petit cricket, ou non, Jiminy Cricket, Ouais. la conscience qui est sur l'épaule de Pinocchio et qui lui dit attention, si tu fais ça, il va se passer ça. Et donc en fait, qui l'aide à reformuler le truc, qui lui renvoie de façon à ce qu'il y ait un dialogue entre le système principal et puis cette instance-là, jusqu'à ce qu'à un moment arrive une réponse qui soit éthiquement plus affinée. Est-ce qu'elle sera juste? C'est difficile de dire parce que par définition, dans un certain nombre de situations éthiques, malheureusement, si je te dis que c'est un conflit de devoir, par exemple, entre la sécurité des personnes et leur liberté ou leurs droits fondamentaux, je sais pas, par exemple la vie privée, ben, il y a forcément toujours un équilibre à trouver entre les deux. Donc c'est pas forcément juste, C'est mais au passionnant. moins ça aura été réfléchi. Et donc on travaille là-dessus. Écoute, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant et je pense que c'est une excellente voie. Et donc, de toute façon, moi, c'est déjà ce qu'on voyait un petit peu avec nos modèles de texte, ChatGPT classique, donc des générateurs de texte qui ne font que prédire le mot suivant, auquel on rajoute aujourd'hui, on superpose des modèles de raisonnement avec la capacité de prendre plus de temps pour réfléchir, de décomposer les problèmes en sous-étapes. Et donc, quand on a une question difficile, le modèle, bah, de plus en plus, il va savoir qu'il va falloir déclencher la version raisonnement pour vérifier l'information. En fait, c'est plutôt la version raisonnement, c'est la bonne conscience posée sur son épaule qui veut dire, hé, pas si vite là. Là, il y a une question Ouais, et qui va lui reformuler sa réponse ou qui va bien le sûr. challenger. Non, non, mais et je trouve ça génial. Et aujourd'hui, ben, OpenAI, on a 8, 10 modèles différents. On ne sait pas trop lequel choisir. Ils s'en amusent un petit peu. Donc O3, Wizcode, Gemini, 4.1, 4o, tout ça. Et on nous dit qu'on va avoir une unification des modèles d'ici fin 2025. Ça s'est déjà passé un petit peu avec Anthropic et avec Claude, qui sait choisir si c'est le modèle de texte ou le modèle de raisonnement. Et en fait, ce que tu dis, toi, c'est que là-dedans, il faudrait que dans cette unification, qu'à un moment, le modèle puisse choisir aussi ben, ton modèle éthique. Ma question, Eric, c'est est-ce que ça se passe, est-ce qu'il va te faire une recommandation par rapport à la société, par rapport à l'éthique un petit peu de la société, ou une recommandation par rapport à toi, à ta morale personnelle en tant qu'individu, parce que le modèle te connaît toi? Comment ça se Alors, passe? c'est une super question. Nous, l'idée derrière ça, c'est aussi de permettre à l'utilisateur de donner un peu des guidelines, soit à force, juste par apprentissage, c'est-à-dire qu'à force d'utiliser un modèle, il aura compris ce qui sont nos valeurs, ce qu'on veut faire, etc. Soit de façon factuelle en lui disant, mais moi, je refuse de faire ça, etc. etc. Donc, en fait, Hmm. on va pouvoir paramétrer aussi son agent comme on va former un collaborateur en disant dans notre entreprise, par exemple, on refuse d'adopter telle pratique qui serait probablement Hmm. plus rentable, mais on refuse de faire telle chose pour telle et telle raison. Je pense à une entreprise du luxe, par exemple, récemment, qui me disait, au moment de la révolution industrielle, on a refusé le taylorisme parce qu'on a Hmm. dit qu'on ne voulait pas que les ouvriers se mettent à travailler de façon insensée, à faire des petites choses qui n'avaient pas de sens. On préférait qu'il travaille sur un objet et qu'il rentre chez Ouais, lui en disant j'ai avancé dans ce domaine-là. Donc ils ont excellent. préféré de garder cette dimension d'artisanat, on va dire, ils pouvaient se le permettre, c'était du luxe, plutôt que d'aller vers une espèce de travail à la chaîne. Et donc ça, c'est des décisions à prendre. Et je pense qu'à un moment, l'idée, mais on est au tout début de la réflexion et du paramétrage de ce modèle-là. Justement, j'ai une réunion cette semaine pour travailler sur cette question, c'est d'avancer et d'arriver à proposer un modèle qui permettra à l'utilisateur de donner des consignes et Ouais. ensuite de faciliter les décisions prises par les agents. Franchement, c'est excellent, Eric. On va suivre de très très près tes travaux. Je pense que ça superpose. J'imagine que tu peux le superposer assez facilement sur un modèle open source, type Llama, Mistral, sur nos amis d'OpenAI, Anthropic, cachés derrière une API. Il faut que tu discutes. Il faudrait que, en tant que Technology Foundation, il faudrait discuter avec eux pour qu'ils intègrent ça, non? Alors, Ouais. ce qu'on fait pour le moment, c'est que nous, on travaille sur des modèles open source. D'accord, d'accord. Et Mhm. en plus, comme on est attentif à la frugalité, on regarde un peu aussi ce que font des gens comme DeepSeek,
parce que ça permet de faire tourner des modèles directement sur notre propre machine. Tu m'as dit que tu en avais un, toi, de DeepSeek Oui, installé et chez... effectivement, de façon à faire des tests. Mais là aussi, comme je ne sais pas dans quelle mesure il est parfaitement safe, ça fonctionne un peu en vase clos. Et voilà, je gère le risque. Bien sûr. Mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir faire tourner des modèles en local. D'abord, parce que je pense que c'est l'avenir, hein. L'avenir, pour moi, c'est une IA qui tourne en bonne partie sur ton téléphone Ouais, avec la batterie du téléphone, c'est-à-dire forcément sans brûler toute la planète. Donc ça, c'est important en termes environnemental, c'est important en termes de vie privée, parce que ça bien veut dire que sûr. beaucoup de données vont rester sur ton téléphone. Et donc, nous, on croit beaucoup à ces dimensions de la frugalité. Et puis, parce que ce sont des petits modèles sur lesquels on peut travailler un peu comme des artisans pour jouer avec, tester, etc. Et puis, bah, après, effectivement, moi, comme il se trouve que les patrons de certaines grosses boîtes, j'ai l'occasion de les croiser, l'idée, c'est ensuite d'aller les voir avec ces modèles-là et de voir dans quelle mesure certains pourraient être intégrés. Mais même si ce n'est pas le cas, si on fournit juste des petits outils open source qui permettent à certains utilisateurs de se doter d'un petit plugin qui leur facilite la vie et qui permet d'avoir des décisions peut-être plus alignées avec leurs valeurs, bah, en soi, ça aura de la valeur. C'est excellent, excellent. Je viens de voir Yann Lequin aussi hier qui faisait une petite conférence chez Meta et qui nous disait que très clairement, ben, on ne pouvait pas se satisfaire dans tous les pays du monde, toutes les cultures du monde, d'avoir juste ben, un modèle OpenAI ou un modèle DeepSeek, hein, que la multiplicité des modèles pouvait permettre d'avoir peut-être une plus grande objectivité ou en tout cas de correspondre à chaque culture de manière plus simple. Je pense qu'avec un plugin comme tu le décris, c'est hyper important. Dario Amodei nous disait aussi, ben, c'est un sujet qui est trop important pour le porter juste sur la responsabilité d'un seul homme ou d'une seule équipe. Ils nous ont donné un petit peu ces modèles, ce progrès scientifique qui est sorti des labos. C'est important aujourd'hui de construire que la société et que des entrepreneurs comme toi travaillent aussi sur le fait de faire des propositions pour orienter ces modèles et que ça corresponde. Eric, merci beaucoup. Dernière question, si tu me permets. Est-ce que tu as une timeline pour l'AGI, l'intelligence artificielle générale? Alors, moi, je pense que c'est difficile d'avoir une timeline parce qu'on est encore dans le if ou when. C'est-à-dire, en fait, d'abord, on voit bien qu'il y a des, comment dire, des technologies qui se superposent. Donc là, pour le moment, on est sur des modèles de langage. On réfléchissait justement hier dans un groupe de travail sur ce que emporte le langage et on voit que même ces modèles de langage sont parfois capables de résoudre des problèmes qui sont des problèmes de la vie courante. On a tous entendu parler de ce ChatGPT 3 à qui on donnait à entasser un livre, un laptop, une bouteille et des œufs. Il dit bah, posez les uns sur les autres, mais en fait forcément ça ne marche pas. Et puis GPT-4 qui dit bah, posez le livre comme base, posez les 9 œufs pour répartir le poids, posez précautionneusement le laptop dessus pour ne pas que ça écrase les œufs, la bouteille et il y avait un clou aussi à mettre dans Wow. la bouteille. Ah, je le connaissais pas. Excellent. Ça veut dire qu'en fait, il est capable d'appréhender quasiment un problème dans l'espace. Est-ce que c'est juste parce que c'est un truc qu'il a capté sur Internet et donc en fait, finalement, c'est juste de la stat? Ou est-ce que ça veut dire que notre langage n'est pas un convoyeur neutre, mais véhicule, un peu comme dans Snow Crash, le fameux roman dans lequel le langage véhicule aussi des bugs, voire des virus. Bien En sûr. fait, notre langage véhiculerait une forme d'humanité et on s'en rendrait pas compte, mais quelque part, on transmettrait un peu plus que du knowledge, que de la connaissance à la machine, on lui Hmm. infuserait un peu plus d'autre chose. Donc peut-être que des modèles de langage pourraient avoir des espèces de soubresauts de ce qui n'est pas encore de la conscience, mais d'un espèce d'entre-deux, ou est-ce qu'il faudra attendre d'avoir des word models, c'est-à-dire qui sont multimodaux, comme ceux sur lesquels travaille en ce moment Fei Fei Li, par Bien exemple, sûr. à Stanford, qui intègre beaucoup plus de choses. Et dans ces cas-là, c'est plus lointain. Et est-ce que même ces modèles-là ne feront pas que mimique, comme ils disent, c'est-à-dire en fait imiter l'humanité, imiter la conscience, et ça ressemblera tellement, mais ça restera quand même un Canada Dry, ou est-ce qu'à un moment, elle va développer autre chose? Et moi, ce que j'attends de la machine, c'est pas tellement qu'elle développe une forme de conscience humaine. Un sous-marin n'a jamais nagé. Pourtant, il fonctionne très bien sous l'eau. Et donc, en Hmm. fait, l'idée, ce serait peut-être d'avoir une machine qui finisse par développer sa propre façon d'interagir avec le monde, qui serait sûrement pas une conscience au sens de la conscience humaine, mais qui serait pas non plus juste
un calcul aléatoire ou un calcul statistique. Il y aurait quelque chose et peut-être qu'on aurait inventé. Pour le moment, l'intelligence, c'est un concept qu'on a forgé à partir d'un seul exemple, l'exemple humain. Ouais. Forger un concept à partir d'un exemple, scientifiquement, c'est pas très bon. Et donc, peut-être qu'on verra émerger une autre forme de ce qu'un jour, on appellera vraiment une intelligence. Merci Eric. Dernière question, en fait, je t'avais dit que c'était la dernière, mais je t'en fais une petite extra. Un livre ou un film de science-fiction, et j'ai vu que tu étais assez friand et calé, à nous recommander. Et après, je t'en mets plus. Alors moi, je reviendrai, c'est vraiment Back to the Future, mais je reviendrai à 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour moi, c'est le livre et le film. Alors le film est incompréhensible quand on n'a pas lu le livre, Je suis totalement d'accord avec mais en toi. même temps, c'est le génie de Kubrick de mettre des images sur ce qu'on avait imaginé en lisant le livre. Et il y a Ça, tellement de personnes qui ont vu le film sans avoir lu le livre, d'Arthur C. Clarke, donc, voilà, en et qui effet. sont complètement passés à côté. Mais en même temps, il y a une poésie du film et il y Bien a sûr. une profondeur du livre qui vont ensemble. Donc moi, je dis, lisez le livre et allez voir le film. Et en fait, je trouve ça passionnant parce que bon, il anticipe beaucoup de choses, mais au fond, c'est un film et c'est un roman extrêmement métaphysique qui nous emmène à réfléchir sur ce que c'est que l'intelligence, aussi bien à travers cette espèce de monolithe noir qui communique, qui quelque part ensemence l'humanité de l'intelligence, Ouais. et quelque part on pourrait y voir quelque chose de quasiment divin ou d'extraterrestre. À la fin, dans HAL, en fait, si on décale les lettres, ça donne IBM. Hein, donc Exact, exact. c'était quand même à l'époque un petit coup de pied à la fourmilière qui est la machine qui en arrive à être tellement humaine qu'elle développe une névrose humaine et qu'elle devient sociopathe et qu'elle finit par tuer l'équipage pour atteindre l'objectif qui était avant tout un objectif de faire rencontrer les humains et une autre espèce ou une autre entité. Et en fait, elle finit par tuer les humains dans le processus. Et en fait, il est obligé de la Bien débrancher sûr. et se dire que tout ça a été écrit il y a quand même fort longtemps, à un moment où tout ça était de la science-fiction. L'intérêt, c'est que c'est débarrassé de toutes les réflexions qu'on a de nos jours du style oui, mais tel modèle, parce qu'à l'époque, de toute façon, c'était tellement impossible. Ouais, on pensait que ça arriverait en 2001, donc c'est dire Bien à quel sûr. point on était loin Mmh. du compte. C'est très rétro-futuriste, mais du coup, ça nous amène vraiment à la base de la réflexion, au fondement de la réflexion. Et ça, je trouve que quelque part, ça reste un peu un incontournable. Merci beaucoup, Eric. Où est-ce qu'on peut suivre tes travaux dont tu nous parlais tout à l'heure? Est-ce que tu publies? Tu as une plateforme en particulier? Alors, on peut aller sur le site humantechnologyfoundation.org pour avoir à la fois l'actualité de la fondation et puis les rapports que nous publions, les articles. Et puis, on est bien entendu sur toutes les plateformes, notamment LinkedIn, où on publie régulièrement des news. Et il ne faut pas hésiter à s'inscrire à nos événements, à venir, à nous Mmh. contacter. On a régulièrement des groupes de travail qui sont ouverts, qui sont parfois des groupes assez théoriques, on va dire, et parfois extrêmement pratiques. On réunit des DRH, on réunit des directeurs financiers, on réunit des start-upers, on réunit des jeunes Mmh. pros, et pour travailler sur ces questions-là. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Merci à toi. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!